Le classement Forbes des hommes, des femmes et des hommes les plus riches du monde est paru hier, et nous constatons que la Française la plus riche et que la femme la plus riche est française et que l'homme le plus riche est français. Ben voilà. Bon, est-ce que nous devons être fiers? Est-ce que ou pas? Est-ce le résultat de la vigueur de l'économie française? Ce sont des questions que nous allons nous poser avec tous nos invités. Nathalie Arthaud, qui est porte-parole de Lutte ouvrière, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jean-Philippe Delsol, qui est avocat fiscaliste, bonjour. Et puis Philippe Vigier, qui est député MoDem d'Eure-et-Loir, bonjour. Bonjour. Alors, ce classement est donc clair. Bernard Arnault est l'homme le plus riche du monde, plus de 200 milliards de dollars. Et Françoise Meyers-Bettencourt est la femme la plus riche du monde. Est-ce que nous devons en être fiers, Nathalie Arthaud? Alors, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour la mobilisation de demain. Voilà. Ah bon, Je pense que cela va donner des raisons supplémentaires à tous ceux qui ont envie de manifester et de s'opposer au recul sur les retraites. Parce que, écoutez, ça fait quand même maintenant plusieurs mois que le gouvernement nous explique qu'il faut renoncer à 2 ans de retraite parce qu'il n'y a plus d'argent. Parce que vraiment, on est dans une crise, parce que on est dans une impasse. Voilà, c'est impossible de trouver de quoi payer les pensions, etc. Et puis là, on voit que en effet, à un sommet, il y a de l'argent, mais c'est à un niveau incroyable, parce que vous avez cité les chiffres. Oui. Mais 200 milliards de dollars pour une grande famille, Bernard Arnault, cela signifie quand même qu'il y a quelques 140 pays dans le monde dont la richesse est inférieure. Donc, vous vous rendez compte, c'est astronomique. D'ailleurs, est-ce que ça encore on en perd, en effet. Je poserai la question. Est-ce que ça a encore une signification, justement? Qu'en pensez-vous? On doit être fier de cela, Jean-Philippe Delsol? On doit s'en réjouir. On doit s'en réjouir, oui, vraiment? Mais oui, parce que ça prouve que on peut encore entreprendre en France, innover et faire fortune. Alors, moi, je m'en réjouis. Et je pense que le vrai problème, et le vrai problème de Mme Arthaud, mais le vrai problème des Français, c'est qu'en fait, chez eux, au lieu de se dire c'est formidable, on va essayer de faire pareil, on a des chances, nous aussi, on a tous des chances, parce qu'il n'est pas parti de grand chose finalement. Oh non. Non, il n'a pas hérité. Il n'a pas hérité. Ah bon. Il est quand même d'une bonne juste famille. Oui, de très bonne famille. Mais il n'a pas hérité d'une fortune. Il n'a pas hérité d'une fortune. D'une fortune. On pourra y revenir, mais enfin, c'est une très bonne famille. Donc son père dans le BTP avec. Oui, mais enfin, voilà. Donc, ce que je dis simplement, c'est que ici, voilà, on est tout de suite jaloux et on se dit tiens, demain on va pouvoir manifester contre lui. Non, il faut manifester contre lui demain quand même. Bien sûr, mais d'une certaine manière, d'une certaine manière. Vous voyez, regardez. Oui, d'une certaine manière. Oui, d'une certaine manière. Écoutez, on a quand même vu les chiffres. On sait que 2% de taxes sur les 43 milliardaires qu'il y a dans ce pays, ça remplirait les caisses de retraite. Donc oui, c'est aussi revendiqué de prendre l'argent là où il y en a. Oui, mais d'accord, mais je voudrais finir. La question, finalement, sur le chiffre en lui-même, parce que 200 milliards, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a 5 ans, il était à 70 milliards. Or, qu'est-ce que ça veut dire, cette explosion des grandes fortunes? Puisque vous avez vous-même, vous êtes surpris de voir qu'on passe de 60 milliards à 200 milliards. Donc oui, ça veut dire qu'il y a à un sommet de la société beaucoup d'argent qui s'accumule et qui font prospérer le marché du luxe, très clairement. Quand il y a des salariés qui doivent, qui ont 100 euros. Le marché du luxe, c'est parce qu'il y a des, attendez, je termine mon raisonnement. Quand il y a des salariés qui ont un budget de 100 euros pour l'alimentaire par mois, eh bien, il y a aujourd'hui dans le monde des ultra riches qui peuvent dépenser 1 000 euros pour leur repas. Pour une bouteille de champagne, pour un bijou, pour un sac de luxe. C'est ça la réalité de notre monde aujourd'hui. Et oui, il y a cet argent-là qui est accumulé et qui fait flamber, y compris les prix du luxe. Il y a aussi de la spéculation, parce que il y a énormément d'argent qui précisément ne va pas s'investir dans ce qui est utile, dans ce qu'il serait nécessaire, nous, aujourd'hui, dans la société. C'est ça aussi le problème. Mais je veux bien développer là-dessus tout à l'heure, mais je veux revenir sur une chose. Moi, je peux vous dire que quand j'entends LVMH 14 milliards de profits, quand j'entends L'Oréal 10 milliards, j'ai plus le chiffre en tête, ça ne me réjouit pas parce que je pense
aux salariés qu'il y a derrière. Oui. Je pense à l'intérimaire. Les salariés, ils sont dans les entreprises qui sont créées. Pardonnez-moi, mais attendez, c'est un véritable débat. Non, je ne me laisse pas interrompre parce que vous avez développé jusqu'au bout votre raisonnement. Mais moi, je pense aux sous-traitants. Et je sais que oui, à LVMH, je suis désolée, mais il y a eu une grève en février dernier dans la maroquinerie, dans 3 entreprises à Asnières, Sarras, Issoudun. Il y a un an, il y a eu Arco à Châtellerault qui a fait une grève des ouvrières, 350 ouvrières, qui ont fait grève parce qu'elles étaient payées à 1300 €, parce que leur salaire n'augmentait pas au rythme de l'inflation, parce qu'ils sont confrontés aussi aux cadences, comme dans n'importe quelle entreprise. Et la réalité, c'est que ces entreprises-là, elles prospèrent parce qu'elles sont fondées sur l'exploitation, et sur l'exploitation dure et difficile. Vous savez, moi, je viens de Romans. Romans-sur-Isère. Romans-sur-Isère, il y a encore une tannerie. La chaussure. Une tannerie. La tannerie Roux. Eh bien, j'ai encore en tête, j'ai rencontré un ouvrier de cette tannerie. Donc, lui, il s'occupe de décharger les pots. Et de faire le premier traitement des pots. Et m'a raconté ses conditions de travail. Eh bien, c'est ça aussi LVMH, et c'est au SMIC, et c'est en 2-8, c'est en équipe. Ça appartient à LVMH à Romans, non, mais ils travaillent pour LVMH. Ils sont indépendants. C'est un sous-traitant. C'est un sous-traitant, un fournisseur de LVMH, et c'est des conditions de travail extrêmement difficiles. Et la réalité, c'est que tous leurs chiffres, quand ils donnent des chiffres de rentabilité, et qu'ils font ensuite, bien sûr, exploser le cours boursier, eh bien, c'est bien sûr basé sur l'exploitation des travailleuses et des travailleurs. Donc moi, c'est cela que je dénonce et c'est mon combat parce que en effet, il y a un lien. Ces grandes fortunes-là et la situation des travailleurs qui se dégradent, la précarité, les bas salaires, les conditions de travail, il y a un lien. Donc moi, je me battrai toujours pour dire, ça suffit. Mais vous n'avez pas le monopole de la défense des salariés. Nous avons également le monopole de les aider, de les encourager pour les conditions de travail. Non, ce n'est pas votre propriété privée. Non, pas du tout. Mais c'est là où vous... Les travailleurs, ils savent se défendre tout seuls, vous voyez, ils sont dans la rue demain. Ils sont dans la rue demain. Je me disais que les ultra-riches, on le voit avec les crises récentes. Il y a eu le Covid, il y a les crises de l'énergie, il y a des guerres, mais ça ne les touche pas. Les ultra-riches s'enrichissent toujours. Alors que le petit chef d'entreprise, qui lui a 20, 30 ou 100 salariés, et qui doit boucler ses fins de mois, eh ben lui, dès qu'il y a une crise, il est en difficulté. Qu'en pensez-vous ? Vous pensez qu'il y a une injustice ? Moi, je pense qu'il n'y a pas de justice dans cette société capitaliste. Oui, voilà. Parce que vous êtes anticapitaliste, c'est pour ça que vous pensez cela. Parce que cette société, elle est basée sur l'exploitation du travail. Tout à l'heure, on a discuté d'où viennent les richesses. Mais les richesses, elles viennent des salariés, des travailleurs. Il n'y aurait pas de richesse sans les ouvriers, sans les employés, sans les éboueurs qui ramassent les ordures. Ni sans les patrons. Eh bien, moi, ça, je ne le crois pas. Je pense Vous pensez qu'il ne faut pas de patron ? Moi, je pense qu'il faudrait décider collectivement de où on met les capitaux qui existent dans la société, où on met les moyens de production qui existent dans la société. Et par ailleurs, ce que je pense, c'est que oui, bien sûr qu'il y a un gouffre. Un gouffre qui sépare les petits patrons, il y a un gouffre qui sépare les artisans, les commerçants, qui sépare les entrepreneurs, les petits entrepreneurs, et Bernard Arnault, Bettencourt, ces ultra-riches. Il y a un gouffre parce que eux ne sont pas des entrepreneurs, ce sont des financiers. Ce sont des spéculateurs. Ce ne sont pas des gens qui investissent. Ce sont des gens qui parasitent une société qui, de toute façon, dans laquelle l'argent va à l'argent. Donc voilà, bien sûr qu'ils se sortiront toujours des crises, toujours, parce que de toute façon, d'abord leur business, c'est le luxe. Donc de toute façon, c'est s'adresser à ceux qui ont des magots incroyables mais vrais. Oui, mais voilà. C'est une fierté française, le luxe, quand même. C'est un savoir-faire. Mais en quoi ? C'est un savoir-faire. Écoutez, moi, je serais fière quand les travailleurs ils pourront vivre de leur travail. Je serai fière quand cette société elle progressera pour tout le monde, quand les hôpitaux fonctionneront, quand il y aura ce savoir-faire est reconnu dans le monde entier. Mais vous n'êtes pas fière ? Qu'est-ce que ça nous apporte à nous dans notre vie de tous les jours ? Franchement, ça nous apporte quoi ? Et moi je tiens aussi à dire une chose, c'est que justement cet argent-là qui s'accumule. Là, j'ai fait le calcul. Si j'ai bien calculé, la famille Arnault va récupérer 4 milliards en dividendes et en rachat d'actions. 4 milliards. Vous vous rendez compte ?
4 milliards. Mais 4 milliards, moi j'ai des idées pour les investir, les 4 milliards. Il y a besoin de cet argent-là pour investir. D'ailleurs, c'est peut-être un problème. Pour investir dans les EHPAD, etc., etc. Donc, mais ce ne sont pas des investisseurs. Ce ne sont pas ils jouent au casino. Alors, bien sûr qu'ils s'en sortiront toujours. Donc, moi, ce que je dis au travail, bah oui, cette société, elle est très riche. Nous créons énormément de richesses. Il faut au minimum que ça nous serve. Ça nous serve pour nos retraites, pour nos salaires, pour nos conditions de vie. Quelques mots, oui. Apparemment, ça s'est visiblement très, très mal passé. La rencontre avec Elisabeth Borne a duré moins d'1 heure avec les syndicats. Elle a refusé le retrait du texte. Vous ne pouvez pas s'attendre à autre chose. Alors, le leader de la CFDT, Laurent Berger, a mis fin à l'entrevue. Réaction, Nathalie Arthaud. C'est sans surprise en fait, oui. Sans surprise, mais c'est vrai que moi cette gifle, je la ressens depuis le début, comme des millions de salariés qui disent, qui crient, qui ressentent qu'ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas à 64 ans. Les premiers concernés disent on n'y arrivera pas. Et en réalité, soit on terminera à Pôle emploi, soit en invalidité. Et donc, aux minima sociaux. Mieux vaut travailler chez Bernard Arnault que être éboueur éboueur municipal. Mais vous savez, même chez Bernard Arnault, je suis convaincu qu'il y a des couturières, qu'il y a des maroquiniers, qu'il n'y arriveront pas en fait. Ouais. Mais bien sûr, parce que y compris quand on est couturière, on a des tendinites, on a des lombalgies, etc., etc. Alors, donc voilà, moi je serai dans la rue demain en tout cas, et j'espère qu'on sera nombreux. Que vous serez dans la rue, oui. Député Modem. Bien sûr, il y a des gens qui ne pourront pas à 64 ans. D'abord, la réforme, c'est pas tout le monde à 64 ans. C'est 6 Français sur 10 qui sont concernés. 6 sur 10. Donc, il y a déjà 4 sur 10 qui échappent à tout cela. Deuxièmement, c'est une augmentation de 2 ans, quand Madame, même. Même ceux qui ont droit à des carrières longues, c'est 2 ans de plus. Mais vous m'accorderez quand même. C'est 2 ans de plus. Vous m'accorderez. Donc, personne n'y échappe. Est-ce que je peux vous dire que personne n'ira, tout le monde n'ira pas à 64 ans, simplement 6 sur 10. Mais 2 ans de plus pour tout le monde. Oui, madame, mais c'est pas une Français sur 3 depuis 60 ans travaillent. Oui. Tous les autres, on n'a pas besoin de vous. Vous servez à rien. C'est Pôle emploi. Et pourquoi? Eh bien voilà. Dites-moi pourquoi. Parce que le patronat, il considère qu'ils sont pas assez exploitables, qu'ils sont pas assez rentables, donc ils sont foutus à la porte. Je vais répondre, madame. Ils sont foutus à la porte, à Pôle emploi. Eh bien, madame. C'est pas faux. Voilà. En plus, ça leur coûte cher parce qu'ils ont de l'ancienneté. Donc voilà, c'est la rentabilité. Le système, il est guidé par la rentabilité. La première ministre, le gouvernement, le président de la République, qui disent on ne reviendra pas sur les 64 ans. Et vous avez de l'autre côté les syndicats qui disent si vous ne revenez pas sur les 64 ans, nous ne nous mettons pas autour de la table. Alors que faites-vous? Que proposez-vous? Vous êtes membre de la majorité. Oui, je vous dis, il faut trouver une médiation. Vous ne pourrez pas rester d'un côté de la rivière et de l'autre côté. Ça n'existe pas. Une médiation. Qui proposait cela? Nommer une médiation. Nous l'avons proposé, les centristes nous l'ont proposé. Vous l'avez proposé, nommer un médiateur aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas rester figé d'un côté ou de l'autre. Parce que les salariés... Ça serait une solution de sortie, peut-être. Vous aurez quand même remarqué que Emmanuel Macron veut l'affrontement. Voilà, il a fermé absolument tout. Vous pensez qu'il ne voudrait pas d'une médiation? Il l'a dit. Écoutez, il l'a dit d'ailleurs, et d'ailleurs Bayrou qui l'a proposé a fini par replier un petit peu, par se replier sur cette question-là. Madame Arthaud, non mais en tout cas, c'est clair, ça a été une fin de non-recevoir du côté du gouvernement. Vous le savez très bien. D'ailleurs, Elisabeth Borne l'a redit ce matin, si j'ai bien compris, puisque y compris Laurent Berger est sorti furax de la rencontre. Ils n'en veulent pas. En fait, ils veulent l'affrontement depuis le début. Ils savent qu'il y a une unanimité dans le monde du travail contre. Eh bien, ils y vont. Voilà, donc c'est l'affrontement, c'est le rapport de force. Ils veulent pas lâcher. Nous non plus, on ne lâchera pas. On est vraiment tombé sur la tête. Alors, parce que vous dites, il y a des super profits. Il y a des profiteurs de cette crise qui font les poches à la population, aux travailleurs, y compris aux plus petites entreprises, qui nous font payer finalement avec cette inflation dont ils profitent parce qu'ils augmentent leurs marges. Ils nous font payer un impôt caché en fait, qui ne dit pas son nom, mais c'est un impôt qu'on paye au travers de cette inflation, de ce mur là de l'énergie. Donc vous dénoncez cela. Vous dénoncez le fait que les salaires ne suivent pas les prix, qu'il y a un pouvoir d'achat trop faible, qu'il y a des trop petits salaires, etc. Mais vous faites partie de la majorité. Alors qu'est-ce que vous faites? Alors moi, ce que je dis aux travailleurs qui nous écoutent, c'est que voilà, les beaux discours, on en a, et on en a aussi du côté de la majorité.
Mais la réalité, c'est que les augmentations de salaire et les augmentations de salaire, juste pour préserver son pouvoir d'achat, c'est-à-dire les augmentations de salaire qui correspondent, qui couvrent le prix de l'inflation, il va falloir aller les chercher nous-mêmes. Les chercher nous-mêmes au travers des grèves, du rapport de force, parce qu'en fait, il n'y a rien qui viendra du côté du gouvernement. Du côté du gouvernement, il y aura des coûts sur les retraites, un recul sur nos droits. Voilà. Donc, merci. clairement, vous répondre.